Donc, grippe équine, décryptage du comeback en France. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, en effet, la grippe équine n'est plus survenue en France depuis 2015. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi en fait aussi elle a fait pas mal de ravages. Enfin, des ravages, il y a eu quelques morts, mais voilà, que la grippe est toujours malheureusement meurtrière, mais quand même essayer de comprendre parce que c'est quelque chose qui n'est pas si anodin que cela, et on fera aussi la comparaison avec les différents pays qui nous entourent pour voir un peu comment ça s'est passé chez eux également. Donc cette présentation en fait est organisée évidemment par l'IFCE en partenariat avec le RESP avec qui on travaille régulièrement à la BO, qui nous permet en fait justement de recueillir un maximum de données, notamment sur cette maladie. Donc dans un premier temps, le sommaire. On va faire très rapidement un rappel sur la grippe pour essayer de donner quelques clés de compréhension par rapport à ce virus, justement pour essayer de comprendre mieux comment il fonctionne et par la suite en fait essayer d'expliquer pourquoi il y a eu cet épisode-ci. On va faire un petit focus aussi sur la situation avant 2018. Cette situation, en fait, enfin, de 2015 à 2018, il n'y a pas eu de cas de grippe, donc ce qui fait que c'était plutôt bien pour tout le monde. Mais voilà, malheureusement, une épisode aussi en 2018. Donc on va la décrire dans un premier temps. Puis on va essayer d'expliquer pourquoi elle est survenue, même si évidemment on n'a pas les réponses à toutes les questions, sinon ce serait trop simple. Et enfin, un petit focus très rapide, mais pour savoir exactement comment bien lutter contre la grippe, parce que malheureusement, quand ça nous arrive, on est bien content d'avoir les bonnes clés. Donc, tout d'abord, rappel sur la grippe. Alors, je vais plutôt parler de différentes choses. Déjà, il appartient au genre influenza virus. Alors, je parle un peu là, avec des gros mots entre guillemets, mais c'est pour bien comprendre. Ce genre influenza virus est divisé en trois sous-types. Alors maintenant, il y en a quatre depuis peu, puisqu'il y a eu l'influenza B également qui circule chez le bovin. Mais on a principalement ceux qui étaient connus jusqu'à il y a quelques années, c'était l'influenza virus A, l'influenza virus B et l'influenza virus C. Et le B et le C sont retrouvés principalement chez l'homme. L'influenza virus A, lui, est retrouvé également chez l'homme, mais il est également retrouvé chez de nombreux mammifères, chez des oiseaux et aussi chez d'autres espèces. On va voir ça par la suite. Si on regarde bien ce virus, en fait, on se rend compte qu'il a, là on a une formidable photo en microscopie électronique, on se rend compte en fait qu'il a, alors je vais essayer d'utiliser des petits outils comme ça, ça fonctionne. Comment ici, en fait, il a une enveloppe, comme cela, et toutes les petites choses que l'on voit à l'intérieur, c'est le matériel génétique du virus, en gros, ses chromosomes. Et si on veut voir, en fait, sur une schématisation, on voit ici une enveloppe, qui est une enveloppe, en fait, plasmidique, c'est de la graisse, c'est des lipides, hein. À l'intérieur, le matériel génétique de la grippe, en fait, donc c'est ces chromosomes, en gros. Et il y a des choses qui vont nous intéresser, c'est ce qu'on voit en surface ici, et qu'on retrouve là, ce sont en fait des protéines de surface. Ces protéines de surface sont très importantes car c'est ce que va reconnaître notre système immunitaire lorsqu'on va être infecté par la grippe. Alors nous et les chevaux également. On a deux protéines majeures qui sont la protéine H pour hémagglutinin, H, et la protéine N pour neuraminidase. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que les influenzavirus, eh ben en fait on retrouve plein de sous-types, 125 sous-types en tout, avec des dénominations que l'on connaît en fait. Si on entend régulièrement ça dans les actualités, on entend H1N1, H5N1. Alors le H5N1, c'est la grippe aviaire et le H1N1, c'est la grippe porcine. En fait, dire grippe aviaire, c'est un peu un abus de langage parce qu'en fait, les 125 sous-types, à part deux, donc 123 exactement, circulent chez les oiseaux. Donc, dire grippe aviaire pour le H5N1, en fait, toutes les grippes que vous avez sous les yeux ici, tous les sous-types que l'on a ici, circulent chez les oiseaux. Il y a deux autres sous-types qui vont nous intéresser, qui sont le H3N8 et le H7N7. Ces deux sous-types-là sont les sous-types qui circulent chez les chevaux. Alors, circule et circuler. À l'heure actuelle, c'est le H3N8 qui circule chez le cheval. Le H7N7, lui, ne circulait que dans les années, enfin, des années 60 jusqu'aux années 80, et depuis ne circule plus. Si on prend cette schématisation générale, on voit qu'en fait, les oiseaux sont au cœur des choses. Alors, pas de psychose, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas fréquenter un canard ou une poule, hein, rien à voir. Ils ont tous, tout simplement, par contre, les sous-types qui circulent chez eux. C'est pas pour ça qu'on va l'attraper, rien à voir. Ils ont leurs sous-types qui sont adaptés à eux. En revanche, parfois, dans de très rares cas, il y a des mutations. Et on a eu dans les années, au début des années 2010, en fait, la grippe H1N1 qui était surnommée grippe porcine, tout simplement parce qu'en fait, il y avait des segments qui appartenaient aux porcins, mais il y avait également des segments qui appartenaient, des segments, quand je parle de segments sur les chromosomes, qui appartenaient également aux oiseaux.
On voit en fait évidemment on voit le cheval ici. Je vous ai dit justement que chez lui, c'était le H3N8 qui circulait. Donc c'était, on suppose, il y a longtemps, des gallinacés qui avaient donné ça au cheval. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il n'y a plus de transmission. Donc vos poules peuvent fréquenter vos chevaux. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, non. Il y a eu un cas aussi en 2004 de passage de la grippe du cheval au chien, comme on peut voir avec la flèche jaune. C'était des chiens en fait qui étaient dans les box, des chiens de course qui étaient dans les box des chevaux et donc qui ont attrapé la grippe également. Petite nouveauté aussi, on a des bats influenza, donc c'est pour ça que je disais qu'en fait tout circule chez les oiseaux sauf deux, le H17N10 et le H18N11, qui eux ont été retrouvés chez les chauves-souris. Alors, pour bien comprendre comment cela fonctionne, comment évolue la grippe? Parce qu'on nous dit toujours qu'il faut mettre les vaccins à jour, parce que la grippe évolue, voilà. Donc là, je voulais faire un tout petit focus là-dessus pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Première modalité d'évolution, le réassortiment génique. Alors cela, ça n'arrive que chez les oiseaux, mais c'est important de le comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'un oiseau est infecté avec deux grippes différentes, je vous ai dit qu'il y a 123 sous-types qui circulent, donc ça peut arriver, et bien parfois, les deux grippes en fait vont se mélanger leurs chromosomes et vont donner naissance à un nouveau virus, et qui, pour le coup, va être totalement nouveau pour les oiseaux, puisqu'en fait, ils n'ont pas du tout l'habitude de voir cette nouvelle formation. Et donc, ça va se propager très vite et ça risque de faire une épizootie. Alors, je parle d'épizootie, je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette dénomination-là. L'épizootie, c'est ni plus ni moins que l'épidémie, sauf qu'en grec, démos, bah, c'est pour la population humaine, et zoos, bah, forcément, quand on va chez les zoos, c'est des animaux qu'on va voir, donc c'est pour les oiseaux. C'est pour les oiseaux, c'est pour les animaux. Pardon. Donc, en fait, quand on parle, je vais parler d'épizootie tout le temps, mais c'est la même chose qu'une épidémie, c'est-à-dire qu'en fait, on a une maladie qui va se propager très rapidement au sein d'une population. Deuxième modalité d'évolution, c'est ce qu'on appelle le glissement antigénique. Et cela, par contre, ça arrive chez les chevaux. C'est-à-dire qu'en fait, le virus grippal a cette faculté de muter régulièrement, d'évoluer tout le temps. C'est-à-dire que sur les chromosomes, il va y avoir des mutations qui vont le faire évoluer. Et donc, par rapport à cela, euh, comment cette, par rapport à cela, cette mutation fait que on va avoir des mutations justement sur les deux grosses protéines que vous avez tout à l'heure, les deux gros marqueurs H et N, et qui font que le cheval ne va plus reconnaître exactement les choses. Et donc, s'il ne reconnaît plus exactement les choses, son système immunitaire n'est plus totalement adapté. Et donc, dans ces cas-là, on va avoir obligatoirement une peut-être une dissémination plus rapide et donc une épizootie. Donc cela, c'est ce qui se passe régulièrement sur le cheval, et ça fait que on va devoir avoir obligatoirement, une évolution de la composition vaccinale. Certes, si jamais les souches évoluent trop, par définition, les vaccins ne vont plus être adaptés, et si les vaccins ne sont plus adaptés, ils ne servent à rien. Donc c'est pour ça que régulièrement, les industriels des vaccins mettent à jour leurs vaccins pour qu'ils puissent coller au mieux avec les souches circulaires. Pour décrire au mieux l'épisode aussi 2018-2019, il est important en fait de bien décrire la situation avant. Cas exceptionnel quand même, la France était indemne depuis 2015 de grippe. Tout du moins, il n'y avait pas eu de cas rapportés ou déclarés. Mais il y a quand même, tout de même pas mal de recherches qui sont faites chaque année avec les techniques qui sont suffisamment sensibles pour détecter la grippe. Donc, on peut penser quand même qu'il n'y a pas eu de véritable cas. Alors, pourquoi? Eh ben, en fait, on a mené au laboratoire une étude qui s'appelait le projet Overlord et on a analysé 3000 échantillons. 3000 échantillons venus de chevaux complètement différents, avec des financements venant de l'IFCE, des fonds EPRON, de la région Normandie et évidemment de notre laboratoire, l'ABE. Et sur ces 3000 échantillons, on s'est rendu compte en fait que 87,6% des chevaux étaient au-dessus des seuils de protection. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient suffisamment d'anticorps pour être protégés. Et ça, c'est très très important. On peut se rendre compte en fait aussi que ceci peut être une explication si on compare cela à d'autres pays. Et là, si on prend cela aussi par sous-catégorie, on avait fait ça avec des chevaux qui étaient destinés à la monte, des chevaux destinés à l'export, des chevaux dans le cadre de diagnostic, et donc là peut-être justement potentiellement soumis à la grippe, mais également en vente. On se rend compte en fait que dans toutes les catégories, on a des taux de couverture exceptionnels, que ce soit systématiquement au-dessus de 90%, donc là c'est prouvé. Un peu moins pour les ventes, mais il y a une raison, c'est qu'en fait en général les chevaux peuvent être jeunes et donc en cours
de primo-vaccination, c'est-à-dire en cours de leur première vaccination. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, ils n'ont pas obligatoirement suffisamment d'anticorps pour se défendre bien. Mais quand on voit après le reste des catégories, pour le coup, il n'y a pas trop de crainte à avoir. Donc si on compare ça à d'autres pays, si on compare ça à l'Angleterre, voici ce qui s'est passé entre 2014 et 2018, donc période pendant laquelle on n'a eu quasiment pas de grippe. Et en fait, ils ont eu de larges épisodes aussi, tous les ans. Un peu moins, c'est vrai, ces dernières années, mais nous, en tout cas, notre dernier cas, il était en 2015. Et si on ramène ça justement à ce que je vous expliquais précédemment, il y a 75% de la population équine en Angleterre qui n'est pas vaccinée. Donc ça pose vraiment question, et par définition, dans ces cas-là, les chevaux se défendent moins et le virus se propage et il y a des cas de grippe équine déclarés. Une fois ça expliqué, on peut passer à l'épizootie 2018-2019. Certes, on a une population qui est très bien vaccinée. Mais là, cette fois-ci, on a quand même eu un nombre important de chevaux qui étaient touchés. En effet, dans l'ensemble des cas détectés, il y en a 50% quand même pour lesquels on n'avait pas l'origine, ou tout du moins, on ne savait pas s'ils étaient vaccinés ou pas, mais il y en avait quasiment 30% qui étaient bien vaccinés. Et ça, c'est quand même beaucoup. Il y avait par contre, chez ces chevaux vaccinés, des signes cliniques modérés. C'est-à-dire qu'en fait, ok, ils ont été atteints par la grippe, mais ils n'ont pas fait de gros signes cliniques, contrairement à ceux en fait qui étaient vaccinés, ou comme je vous ai dit, en général, ils étaient très abattus, et il y a même eu quelques morts. Pas de différence en fonction du dernier vaccin utilisé. Ça, c'est une chose que l'on a en France, hein, c'est-à-dire que l'ensemble des vaccins qui sont sur le territoire proposés par les différents industriels fonctionnent vraiment très bien. Donc là, il n'y a pas de différence du tout. Et des foyers qui sont contrôlés dans les cas des effectifs vaccinés. En effet, mieux l'effectif est vacciné, moins le virus va se propager. Et s'il se propage moins, dans ces cas-là, en fait, la population, c'est plus simple de faire ces lots, les lots de chevaux atteints et des lots de chevaux non atteints. Et en général, l'épisode aussi passait assez rapidement. Donc c'est toujours mieux, évidemment, de bien vacciner dans ces cas-là. Si on fait un focus géographique, début décembre 2018, en fait, il n'y avait pas de cas de grippe en France. Fin décembre 2018, on avait un petit peu dans le nord-est et une souche à Paris. D'ailleurs, notre souche de référence, on l'a appelée souche Paris. Quelques liens avec des pays en fait frontaliers a priori étaient en cause. On a eu ensuite une dissémination progressive au reste du territoire. On se rend compte en fait que des régions dans lesquelles il y a une forte concentration de chevaux, évidemment, avaient de plus en plus de cas. Et petit à petit, en fait, on a une dissémination qui se fait sur les 6 premiers mois de l'année 2019 pour atteindre quasiment tout le territoire français. Alors, tout le territoire, évidemment, les zones à forte concentration de chevaux. Mais en tout, ce sont 55 foyers qui ont été recensés de décembre à juin. Et depuis le début, en fait, le RESP a suivi cela et il y a une activation de la cellule de crise, la cellule de crise du RESP dès janvier. L'idée de cette cellule de crise, c'est d'arriver à mettre l'ensemble des professionnels, donc les responsables de filière, les laboratoires, le RESP évidemment, les gens de la recherche, pour expliquer au mieux, pour voir quelles souches circulent, voir comment adapter au mieux la vaccination et surtout diffuser l'information. Pourquoi? Alors c'est vrai que c'est des fois tabou, on dit voilà, on a la grippe, mais la grippe, ça circule. Et si on ne diffuse pas l'information, et si on ne sait pas ce qui circule, c'est là où il y a des bombardements, et c'est là où il peut y avoir de vrais, avec des disséminations à des chevaux mal vaccinés, et si ces chevaux sont mal vaccinés, ils vont faire beaucoup de signes cliniques, voire conduire à la mort de certains. Donc ça, c'est très important que l'information diffuse et que l'on soit bien au courant des cas qu'il y a au fur et à mesure. Là, je conçois que vous ne voyez pas très bien ce que c'est, mais ça, c'est pour vous expliquer un peu comment fonctionne l'évolution du virus. Donc, je vous expliquais, il y a des mutations au fur et à mesure, et en fait, ce que l'on voit là, c'est un arbre, ce qu'on appelle nous un arbre phylogénétique, et en fait, ce sont l'évolution des souches en fonction de leur mutation. Si on regarde ici, première souche détectée de H3N8 en 1963. 1989, on a des nouvelles branches, et depuis 2003, en fait, on a deux branches distinctes et ici deux virus qui circulent, qu'on appelle des Florida Clade 2 et Florida Clade 1, donc FC1 et FC2. Et là, en fait, quand on regarde, il s'avère que les souches recommandées pour être dans les vaccins se situent bien
à ce niveau-là. Donc c'est pour ça aussi ce qui explique souvent que les vaccins sont bien adaptés. Si on veut schématiser un petit peu comment les FC2 circulent principalement en Europe et les FC1 principalement sur le continent américain. Là, c'est le drapeau des États-Unis, mais en fait, c'est quasiment sur tout le continent, puisqu'en fait, il y en a aussi en Amérique du Sud. Mais là, pour une fois, celles qui ont circulé récemment appartiennent au FC1, c'est-à-dire à ce qui circule habituellement aux États-Unis. Alors, c'était déjà arrivé hein, à la fin des années 2000, en 2009, avec une épisode aussi qui avait touché notamment le domaine de Grosbois. En fait, il y avait déjà eu du Clade 1, enfin du Florida Clade 1, du FC1 qui avait circulé en France. Mais tout cela pour dire en fait que, puisque le cheval voyage beaucoup, après l'homme, c'est le deuxième mammifère qui voyage le plus, et ben forcément, il ne voyage pas seul, en général, il voyage avec ses virus. Donc, il est vraiment très important de faire systématiquement des tests pour être bien sûr que votre cheval, soit il est bien protégé, soit il n'est pas porteur de la grippe. Donc, si jamais on voit un peu comment ça s'est passé d'un point de vue européen, le premier foyer, en fait, est survenu fin novembre, Suède, enfin, à la suite d'une importation des Pays-Bas. Et en France, au tout début du décembre 2018. De nombreux pays ont été affectés, comme on peut le voir quasiment, enfin toute l'Europe dans laquelle on retrouve régulièrement les chevaux et surtout dans laquelle la grippe est régulièrement recherchée. On a été les premiers au laboratoire à décrire le type de souche qui circulait. Donc c'est là où en fait où on a dit que c'était la lignée Clade 1 et c'est mon collègue Romain Paillot qui a pu isoler cette souche-là, qui est immunologiste à notre laboratoire, dans notre laboratoire. Et d'ailleurs, je profite de cette présentation pour le remercier, car de bon nombre de diapositives viennent de ces présentations successives. Et ce que je vous disais, puisqu'en fait c'est du FC1 qui circule, du clade 1 donc, l'OIE, qui est l'Organisation mondiale de la santé des animaux, dit qu'il ne faut pas remettre à jour en cause en fait les vaccins, puisqu'en fait les vaccins semblent bien adaptés pour le virus qui circule. Donc, si jamais on regarde et qu'on compare ça avec, puisque j'ai déjà fait un premier focus évidemment sur le Royaume-Uni, ils ont été touchés, et donc justement pour vous expliquer un peu l'importance dans ces cas-là de la vaccination. Plus de 200 foyers de grippe au Royaume-Uni contre 55 chez nous. Majoritairement des chevaux non vaccinés, puisque je vous l'ai dit précédemment, en fait là pour le coup il y a eu 70% de chevaux non vaccinés qui ont été atteints. Donc, il faut juste savoir évidemment que la couverture vaccinale est estimée à inférieure de 50%. Le Royaume-Uni a arrêté les courses hippiques pendant 6 jours en février. Le coût économique estimé est de 15 à 100 millions de livres sur ces 6 jours, notamment, et aussi avec toutes les courses qui ont été arrêtées. 174 écuries se sont retrouvées en quarantaine avec dépistage obligatoire pour sortir les chevaux de cette quarantaine. C'est-à-dire que d'une part, ces chevaux pendant ce temps étaient malades, ils ne couraient pas, ils ne pouvaient pas travailler non plus, et en plus, à la fin de cela, les éleveurs ont été obligés de payer, ou tout du moins ils ont certainement été un petit peu aidés quand même, mais il y a eu des coûts engendrés pour pouvoir vérifier et être bien sûr que les chevaux, lorsqu'ils sortaient de l'écurie, étaient bien à bord. Donc là, en fait, je vous mets juste une petite carte pour vous expliquer évidemment que qu'on a à peu près la même carte avec dans les contrées où il y a beaucoup de chevaux, évidemment, il y a eu circulation du virus. Alors, je refais un petit point vite fait sur la vaccination. Je précise que la BO n'est pas du tout une boîte qui travaille sur les vaccins, mais c'est juste pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Euh, Est-ce qu'on doit remettre les vaccins en cause? Bah non. Vu ce que je viens de vous expliquer, non, puisque nous, on n'a eu qu'une cinquantaine de foyers, plus de 200 au Royaume-Uni. Je pense que pour le coup, ça appelle vraiment à la faveur d'une population bien vaccinée. Mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. En effet, lorsqu'on a un foyer infectieux, on a un cheval ici qui n'est pas vacciné ou qui l'est peut-être mal et qui est infecté. Il va quand même transmettre à un cheval qui est bien vacciné le virus. Celui-ci va être malade, un peu. Va exprimer un petit peu de virus, qui va le transmettre à son congénère, qui va être aussi un petit peu malade, mais pas tant que ça. Et qui va en transmettre encore un peu moins à son congénère. Et derrière, en fait, on a une population qui se retrouve plus ou moins protégée. Je vous fais le même schéma en mettant vraiment ce qui se passe lorsqu'on a une couverture vaccinale souhaitée, qui serait de 80% pour bien protéger. Et je vous ai dit que nous, on était à quasiment 90% en France, donc ce qui est vraiment parfait. Et une couverture faible de 20 à 30%, là, je vous montre ce qui se passe. Voilà, on en a un ici qui est infecté, hop, et là, petit à petit, ça se dilue. Par contre, en général, ça fait ça, dans une population mal vaccinée. Et lorsque je vous mets en dernier lieu ici un foal,
Là, pourquoi? Parce que c'est souvent eux, en général, qui sont les plus impactés, puisqu'ils n'ont pas encore de réel système immunitaire. Alors certes, ils ont absorbé le colostrum de leur mère qui leur confère une première immunité, mais il n'empêche qu'ils se défendent moins vite et souvent les morts observées sont chez les poulains. Donc, pourquoi une telle épizootie? Bon, premièrement, la protection totale liée à la vaccination, elle n'existe pas chez les gens non plus, hein. Lorsque vous pouvez vacciner un hiver, il y a des fois où vous dites, ah bah, j'ai quand même attrapé la grippe. Ah oui, c'est juste que de toute façon, il faut quand même des fois une certaine période d'adaptation au corps pour pouvoir répondre tout de même s'il est bien vacciné, à l'infection virale. Surtout, ce qu'on appelle une immunité stérilisante, c'est-à-dire qu'en fait, le virus, on est tellement bien immunisé, on est tellement bien vacciné que le virus ne rentre même pas, est tout de même assez rare. Alors, on l'observe quand même chez les chevaux, hein. C'est pour ça qu'en fait, on n'a pas beaucoup de cas. C'est quelque chose qu'on observe très rarement chez l'homme. Une raison est assez simple tout de même, hein. C'est que chez l'homme, il y a plusieurs sous-types qui circulent. Je vous ai parlé du H1N1, mais on a aussi le H2N2, le H3N2. Donc, il y a plusieurs, ils sont tous dans les vaccins. Mais les souches évoluent tout de même plus vite que ce qui est observé chez les chevaux. Donc ça, c'est aussi une raison. D'autres cas, c'est qu'on a de rares individus qui ne répondent pas complètement à la vaccination. Alors ça, c'est un cas extrêmement rare. C'est pas du tout pour dire qu'il ne faut pas vacciner parce que ça sert à rien, non, non, ça arrive. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des faibles répondeurs. Alors on distingue deux catégories, les faibles répondeurs. Contextuels, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont souvent ceux qui ont eu un mauvais protocole vaccinal ou des fois aussi un protocole vaccinal administré trop précocement. Ça arrive en fait justement que dans ces cas-là, tout comme les poulains ont du mal à réagir à la vaccination, enfin pardon, oui à la vaccination pour le coup, ont du mal à répondre à la vaccination, plus on le fait tôt, dans ces cas-là, moins ils sont bien protégés. Parce qu'en fait, leur immunité, leurs anticorps ne se développent pas suffisamment bien. Il y a aussi ce qu'on appelle des faibles répondeurs constitutionnels. Et eux, pour le coup, en général, l'origine, elle est génétique. Quel que soit le protocole, ils ne vont pas de développer d'immunité, alors ce que j'appelle une immunité une immunité pardon, humorale, c'est-à-dire des anticorps, hein, c'est ce qu'on synthétise tous, suffisantes pour pouvoir se protéger. Et donc dans ces cas-là, ils ont quand même une certaine protection, mais très très basse, ce qui fait qu'ils peuvent être subcliniques, mais excréter en revanche des quantités phénoménales de virus, et d'être des fois des bombardements. Or, si on introduit ce type d'animaux-là dans une population non vaccinée, alors là, ça peut faire vraiment des gros dégâts. Il y a aussi une troisième raison, ce n'est pas parce qu'en fait les protéines de la surface dont je vous parle, H et N, ne changent pas, qui sont souvent celles qui sont en lien avec la vaccination, que des mutations ne peuvent pas survenir sur des protéines internes, voire des protéines qui ne sont pas directement dans le virus, mais qui arrivent dès lors que le virus infecte l'homme. Je vais m'expliquer de manière schématique. Ici, on a un jeune homme qui s'appelle David Banner, je vais parler aux plus anciens, peut-être qu'ils connaissent, peut-être qu'ils ne connaissent pas. C'est quelqu'un qui a un patrimoine génétique qui lui confère justement cette vision-là. En revanche, quand il est tout fâché, il devient comme ça. En théorie, je pense que en fait là j'ai perdu les plus jeunes, mais c'est pas grave, son patrimoine génétique n'a pas changé. C'est juste par contre qu'il a pris 15 kilos de muscle et qu'il est beaucoup plus méchant. Et ben c'est un peu ce qu'on est en train d'essayer de creuser en fait pour la grippe. Donc là en fait on voit la grippe version Hulk. C'est un peu ce qu'on est en train de creuser. En fait, il se peut que certes le virus en soi n'ait pas complètement changé, tout du moins en surface, mais en revanche, en interne, peut-être que certaines protéines ont changé qui vont lui conférer un petit peu une méchanceté, une virulence plus importante. Et ce qui fait que dans ces cas-là, il faut qu'on essaie nous de comprendre, donc on est en train d'essayer de monter un projet de recherche de ce côté-là, justement pour comprendre pourquoi. Pourquoi justement il peut y avoir des fois des mutations internes au virus qui vont entraîner chez lui, je sais pas, par exemple une multiplication plus rapide ou une façon de détourner l'immunité des mammifères, ou en l'occurrence du cheval, pour que justement lui se concentre sur autre chose et ne puisse pas bien lutter contre le virus. Donc tout ça, en fait, on va essayer d'étudier cela pour essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'en surface, c'est vrai que le changement n'est pas flagrant. Alors, comment lutter contre la grippe? Bon, le premier truc, c'est déjà la quarantaine pour éviter la crise. Vous excuserez le jeu de mots de la crise de la quarantaine, mais j'ai été obligé de le faire. Euh, oui, l'idée pour le coup, c'est de faire une zone de quarantaine systématiquement avant l'introduction de chevaux chez vous. L'avantage de la grippe, c'est qu'en fait, ça passe, la grippe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez eu la grippe et vous n'êtes plus malade, c'est pareil. Alors, on n'est pas comme l'herpès, ou l'herpès, le bouton de fièvre que l'on a quand on est gamin, et ben, c'est le même qu'on se trimballe quand on a 40 ans, 50 ans.
C'est exactement le même. Le virus de la grippe, c'est pas du tout la même chose. On le chope et voilà, ça passe. Donc, respectez une zone de quarantaine. Si vous avez besoin, dans ces cas-là, on peut faire également, il est faisable aussi de faire des tests pour savoir si oui ou non il a la grippe, ça c'est faisable. En l'occurrence, respectez bien cette zone de quarantaine. C'est pas toujours faisable sur le terrain. Je le conçois. En revanche, dès lors qu'en fait, par la suite, la grippe est chez vous, dans ce cas-là, il faut vraiment faire un maximum pour arriver à prévenir toute transmission et dissémination. En effet, les chevaux en général vont avoir de la toux et dans ces cas-là, ils vont disséminer des gouttelettes. Et dans ces gouttelettes, il y a un nombre de particules virales phénoménal. Donc, il faut vraiment isoler les chevaux malades, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que ceux-ci ne soient pas en contact des autres. Éviter au maximum le contact naso à naso, évidemment entre chevaux malades et chevaux sains, mais donc les isoler au maximum. Terminer toujours les soins par les chevaux malades. On ne commence, même s'ils vont pas bien, on ne commence pas par les chevaux malades, hein, hors de question, parce que sinon après, c'est nous le vecteur. C'est-à-dire qu'au moment où on va les soigner, on va lui donner sa gamelle, on va utiliser la même gamelle pour les chevaux sains, et là on est tranquille, on va disséminer. Ou alors on va pas assez bien laver les mains, et là pareil, on risque de disséminer la maladie. Donc le plus important, c'est vraiment de maximiser la prévention et de bien faire attention à tous les vecteurs qu'il pourrait y avoir pour transmettre la maladie. L'idéal, c'est d'avoir dans ces cas-là des box réservées aux individus malades. Alors encore une fois, je sais que c'est pas toujours faisable sur le terrain, ça j'en ai bien conscience. Mais voilà, si jamais on peut arriver à réduire les choses, vous voyez, là c'est sommaire ce qui a été fait, eh ben, c'est déjà pas mal ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui est à savoir, c'est que le virus de la grippe, eh ben, il est très fragile. Là, je vous ai mis, je vous ai remis la photo en microscopie électronique du virus de la grippe. Et je vous ai mis également le virus de la rhinite équine. Alors, ce virus de la rhinite équine, c'est ce qui est communément appelé le rhinovirus. Alors, il y en a deux, le A et le B, et il y a aussi le C, dans moindre mesure, mais principalement le A et le B qui circulent chez les chevaux. Euh, Ici, en fait, on a affaire à des virus ultra résistants. Pourquoi? Là, je vous ai mis ça en rouge, là. On voit en fait si je reviens juste en arrière, pardon, on voit ici qu'on a quelque chose de tout blanc. Et tout à l'heure, quand je vous ai schématisé ça, je vous ai dit que c'était une enveloppe lipidique, donc de la graisse. Donc ici, j'ai remis en rouge. Ici, on voit bien, chez le rhinovirus, qu'il n'y a rien du tout. C'est du brut de chez brut. Eh ben, on pourrait dire qu'il y en a un donc, qui est enveloppé, qui est la grippe, et l'autre qui est nu, on l'appelle virus nu, qui est le virus de la rhinite équine. On pourrait croire, en fait, que le fait d'être enveloppé leur confère une protection, mais en fait, pas du tout. Évidemment, si jamais on a de la graisse autour, eh ben, n'importe quel détergent, et même le savon, en fait, pour le coup, peut suffire pour pouvoir se débarrasser de la grippe. Donc, très important de tout bien passer après, de bien se laver les mains. En fait, une étude a été faite par Shahid et collaborateurs que n'importe quel savon déjà pouvait détruire la grippe, puisque n'importe quel savon attaque les graisses. Donc, détruit l'enveloppe, et s'il détruit l'enveloppe, par définition, le virus n'existe plus. Alors, il y a des raisons pour lesquelles après le virus continue à circuler. On pourrait dire, si c'est simple de s'en débarrasser, pourquoi on n'y arrive pas définitivement? Ah, mais le virus évolue tellement, a des réservoirs tellement différents, c'est sa parade. Il mute et il évolue, et c'est comme ça en fait qu'il arrive à continuer à se propager, qu'on entend tous les ans parler de la grippe et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Vous le comprendrez, je suis assez passionné par ce virus. Donc, pour finir avec tout cela, ce qu'il faut retenir, donc l'épizootie a duré 7 mois en France. Certes, elle a causé 55 foyers avec des fois des cas très graves, mais tout de même, on peut dire que sur une épizootie qui a atteint toute la France, 55 foyers, c'est pas tant que ça comparé à nos amis de l'autre côté du Channel. Que l'efficacité de la vaccination contre la grippe équine, elle, n'est pas remise en cause. En effet, là encore une fois, la comparaison avec nos collègues anglais parle d'elle-même. Clairement, même si on se rend compte que le virus peut mettre en place d'autres systèmes qui fait qu'il reste quand même très virulent, pour le coup, la vaccination reste tout de même assez efficace, très efficace. Et enfin, quarantaine, prévention, désinfection. Tout cela sont des bonnes habitudes à prendre qui peuvent permettre vraiment d'éviter le pire. Alors moi qui suis virologue, ça va m'embêter parce que je vais plus détecter de virus. Mais pour vous, le plus important, c'est quand même vous sur le terrain, d'essayer que vous ayez les meilleures solutions en face de vous, pour pouvoir justement éviter soit l'introduction via la quarantaine,
soit lorsque la grippe est chez vous, de diminuer au maximum la propagation au sein de vos effectifs. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention.